Soken. Nous sommes ravis de vous retrouver dans La Grande Conversation, le podcast du think tank Terra Nova. Nous recevons aujourd'hui Thomas Legrand, journaliste et éditorialiste. Thomas Legrand, merci d'avoir accepté cette invitation dans La Grande Conversation. C'est un podcast que nous avons imaginé pour donner du temps à vos idées, à vos analyses, à vos convictions, mais aussi à vos perplexités, à vos doutes, si vous en avez, bref, oui, à ce qui fait votre regard sur le temps présent. Alors aujourd'hui, on vous propose d'ouvrir la discussion sur un sujet que vous connaissez bien, puisqu'il croise très largement vos activités professionnelles, ce sont les relations entre le journalisme et la politique. Et les relations entre le journalisme et la politique, c'est d'abord les relations entre les journalistes et les responsables politiques. C'est un sujet ancien. Vous vous souvenez peut-être ce que disait Révolutionnaire au sujet de la presse d'information. Il disait « c'est l'œil toujours ouvert du peuple sur les gouvernants ». Donc c'est un vieux sujet et on voit sa centralité démocratique lorsqu'on écoute le souvenir justement de ces révolutionnaires. Mais beaucoup de choses ont changé depuis. Et vous en avez été le témoin, parfois la victime. Les choses ont changé du côté des politiques, qui sont sans doute plus aguerris, plus stratèges, plus expérimentés dans leur exposition médiatique, qui est presque permanente aujourd'hui. Des choses ont changé aussi pour les journalistes, qui sont confrontés à une accélération du temps de l'information. Et puis, des acteurs se sont invités dans le champ de l'information qui ne sont pas des professionnels, qui ne respectent pas toujours les règles du jeu, voire qui ne les connaissent pas. Et c'est précisément ces règles du jeu qu'on a envie d'évoquer avec vous aujourd'hui. On reviendra bien sûr sur les affaires récentes qui vous ont concerné, notamment l'affaire qu'on appelle maintenant le Grand Cohen. Mais on voudrait regarder au-delà de ce cas et peut-être en tirant les leçons de cette affaire pour justement essayer de qualifier, de caractériser ces règles qui organisent l'information, une information fiable dans une démocratie comme la nôtre. Mais avant d'ouvrir la discussion, je voudrais que Manon rappelle quelques épisodes de votre parcours. Donc vous êtes journaliste et éditorialiste politique. On vous présente souvent comme un journaliste plutôt de gauche, mais vous avez quand même commencé votre carrière à RMC et à RTL. Vous êtes entré ensuite à France Inter en 2008. Vous avez pendant de nombreuses années tenu l'édito politique de la matinale. Et puis, depuis 2022, vous écrivez pour Libération. Votre travail porte à la fois sur l'analyse des faits et de l'actualité politique, mais aussi sur la manière dont ils peuvent être commentés et instrumentalisés parfois. Vous avez coécrit apparemment les 100 mots des bobos, qui est paru à la collection Que sais-je des presses universitaires, ce qui n'a pas manqué de faire rire l'équipe Terra Nova. Et puis surtout, votre nom s'est retrouvé au milieu de plusieurs controverses en réalité, qui dépassent largement votre cas personnel, mais nous y reviendrons, et qui permettent d'interroger, comme l'expliquait Thierry, ces liens entre les journalistes et les personnalités politiques, mais aussi la déontologie du métier de journaliste, et puis plus généralement l'état de l'écosystème médiatique français, des sujets sur lesquels nous reviendrons au cours de cet entretien. Alors, pour lancer la discussion, une question simple. C'est quoi un politique pour vous ? Et qu'est-ce que ça peut être et qu'est-ce que ça ne peut pas être ? Est-ce que ça peut être un copain ? Est-ce que ça peut être un complice ? Est-ce que ça peut être un ami, un ennemi, un amant, un adversaire ? Où s'arrête la relation entre journaliste et politique ? Ça peut être tout ça, mais il ne faut pas que ce soit tout ça. Et la relation entre un journaliste et un politique, elle peut pas être définie par des règles écrites. D'ailleurs, il n'y a pas de déontologie stricte et écrite, votée, gravée dans le marbre. De déontologie du journalisme, ça n'existe pas. Il y a des textes comme ça, comme le texte de Munich qui fait référence, d'autres textes, ou des règlements presque intérieurs pour chaque grand journal. Mais il n'y a pas de déontologie parce que c'est un métier de la liberté. Il y a une exigence d'honnêteté, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Et donc, il y a des règles personnelles, beaucoup de règles personnelles. Et un politique, pour moi, puisque on parle ici de journalisme politique, c'est avant tout quelqu'un qui aspire à détenir le pouvoir pour changer la société, pour représenter les grandes aspirations de la population dans le cadre de notre démocratie et de notre République. Et
moi, en tant que journaliste politique, je regarde ces hommes et ces femmes politiques, les mouvements, surtout les mouvements politiques. C'est d'ailleurs intéressant que vous m'ayez demandé mon regard sur les hommes et les femmes politiques, et non pas sur les idées ou les mouvements politiques. C'est peut-être un défaut qu'on a tous les commentateurs au sens large, et vous êtes parfois aussi commentateur, même si vous êtes acteur avec Terra Nova, de l'ombre, en tout cas, vous êtes influenceur. Je ne sais pas si ce mot vous conviendrait. Je pense pas que ce soit le bon. Mais bon, en tout cas, les mouvements politiques et les hommes politiques, les femmes politiques, le personnel politique doit être regardé avec, de la part des journalistes, avec cette idée de contre-pouvoir. Nous sommes un contre-pouvoir non institutionnel. Il y a les pouvoirs, les contre-pouvoirs institutionnels, toutes les cours des comptes, voilà, qui essayent de contrôler comme ça, de borner la politique pour que ceux qui ont le pouvoir n'abusent pas du pouvoir dans le cadre de l'état de droit. Et nous, on est un contre-pouvoir non institutionnel. On nous appelle parfois le quatrième pouvoir. Ça, c'est plutôt dans les pays anglo-saxons. Et il faut qu'on en ait conscience, il faut qu'on ait cette responsabilité. Et il y a un mot célèbre de Hubert Beuve-Méry, qui est un des grands dirigeants du Monde, du journal Le Monde, et qui disait le journalisme, et c'est surtout vrai, c'est très vrai en politique, c'est le contact et la distance. Et c'est une exigence contradictoire qu'il faut gérer chacun à sa façon. Moi, j'ai des règles qui me sont propres. J'essaye de ne pas avoir d'amis en politique. Et c'est difficile, j'en ai un petit peu, un ou deux. Et avec cela, j'essaye d'avoir des règles déontologiques. C'est-à-dire que quand ils prennent des responsabilités, je ne les vois plus dans un cadre amical, comme je pouvais les voir avant. Le fait que j'ai des amis en politique, d'ailleurs, dit pas mal de cette espèce d'endogamie qu'on peut reprocher au monde politique. Voilà, et ça dit aussi du petit monde dans lequel on vit, qui est souvent fantasmé, qui existe quand même, et sur lequel il faut réfléchir. J'aimerais revenir justement sur l'affaire, donc la fameuse affaire Le Grand Cohen. Pour remettre un peu de contexte, une conversation privée qui a été enregistrée à votre insu entre vous, Patrick Cohen, et 2 cadres du Parti socialiste l'été dernier, et qui a ensuite été diffusée dans différents médias. Est-ce que... Principalement dans la bolosphère, les médias de la bolosphère. Bien sûr, principalement. Alors, à commencer par dans le magazine L'Incorrect, qui a ensuite repris beaucoup dans la bolosphère. Est-ce que vous pouvez nous raconter, de votre point de vue, cette affaire, et surtout, pourquoi ce niveau-là de distance avec ces cadres du Parti socialiste vous paraît normal et légitime ? C'est une conversation et c'est un rendez-vous des plus classiques. Avec ce qu'on appelle une source. Qu'est-ce qu'une source ? Une source, c'est quelqu'un qui vous renseigne un peu au-delà de ce qu'il devrait, et avec qui vous avez des liens particuliers, de confiance, pas d'amitié, mais de confiance, et qui trouve un intérêt à vous avoir comme référent journalistique, et pour lequel moi je trouve un intérêt de l'avoir comme source. Luc Broussy était ma source, ça ne l'est plus, puisqu'une source c'est secret. Je l'ai plus appelé depuis, je veux pas l'embarrasser, il m'a plus appelé depuis, on ne s'est plus parlé, on s'est envoyé un SMS juste après, mais c'est tout. Et ma source a été grillée, ce qui, d'un point de vue journalistique, est quelque chose de très grave. Donc s'il y a quelque chose dans cette vidéo qui dénonce un abus journalistique, c'est pas moi, c'est ceux qui grillent ma source. L'autre socialiste est plus connu, c'est le numéro 2 du PS, et je ne le connaissais pas. Et Luc Broussy voulait ce café, et il voulait rencontrer Patrick Cohen, et il voulait me rencontrer aussi avec l'autre socialiste, parce que voilà, ils n'étaient pas tout à fait contents de la façon dont on parlait de la stratégie du Parti socialiste. Quelquefois, nous, on veut rencontrer les hommes politiques pour avoir des infos. Quelquefois, les hommes politiques veulent nous rencontrer parce on est des médiateurs, ils ont le sentiment tout à fait légitime de ne pas être bien compris. Et donc, cette rencontre s'est faite dans ce cadre-là. Donc, ils veulent vous influencer, en réalité. Non,
Je pense, Si, ils veulent peut-être nous probablement influencer. que vous changiez Ils votre veulent nous façon convaincre. Influencer, ça veut dire manipuler, je pense. On peut prendre ce mot avec cette acception-là. Et on va lui expliquer que Olivier Faure, il s'agit d'Olivier Faure, Olivier Faure n'a pas la stratégie que moi je décrivais, ou en tout cas que je l'avais mal lu. Et c'est normal. Ils n'étaient pas contents de papiers que nous avions déjà fait, et Patrick Cohen et moi, et ils s'en ouvraient à nous. Il faut faire une petite distinction, puisqu'on parle ici de journalisme, entre le reporter politique et l'éditorialiste. Pour moi, le reportage, dans le journalisme comme en politique, c'est le cœur du métier de journaliste. Éditorialiste et commentateur, c'est pas le cœur du métier de journaliste. C'est quand un vieux journaliste, un vieux reporter qui a roulé sa bosse comme moi commence à fatiguer un peu et qu'il a un peu une vision des choses, son journal lui dit « Tiens, maintenant, tu vas nous donner ton point de vue ou ton opinion pour faire vivre au sein du journal la ligne éditoriale, la variété de la ligne éditoriale et au-delà pour participer à la grande conversation nationale et au débat plus général, faire exister le journal dans le débat national. » Et dans ce cadre-là, on n'est plus comme, en tant que reporter, à la pêche aux infos, on est plutôt à la justification, quand les hommes politiques veulent nous voir, de ce qu'on fait. Moi, finalement, en tant qu'éditorialiste, j'ai pas besoin d'avoir des contacts avec les politiques. J'ai pas besoin d'avoir d'explications. Je vois ce qu'ils disent, je vois ce qu'ils font, je regarde ce qu'ils ont dit dans le passé, je vois s'il y a des contradictions entre ce qu'ils ont dit et ce qu'ils disent maintenant, ce qu'ils ont dit et ce qu'ils font. J'essaye de remettre en contexte, j'essaye de faire finalement un travail pour donner des clés à nos lecteurs, pour mieux lire les reportages, lire les informations politiques et vivre le débat politique. Et donc, c'est dans ce cadre-là, et c'est à leur demande, que je vois ces hommes politiques. Et là, on a une conversation qui n'est pas faite pour être filmée. Et les choses qui ne sont pas faites pour être filmées, quand elles sont montées et quand elles sont décontextualisées, c'est de la pure manipulation, c'est le contraire du journalisme. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, c'est ce qui s'est passé, mais cet enregistrement clandestin, c'est une pratique qui existe dans le journalisme. Vous n'avez jamais publié et diffusé des informations qui avaient été récupérées ou enregistrées de manière clandestine ? Bien sûr que si. Il y a une règle dans le journalisme. Un journaliste ne se dissimule pas. Un journaliste ne vole pas de documents et ne vole pas d'images. Ça, c'est des règles de base. Mais ces règles ont un mais et ont des limites. Je ne sais pas si vous connaissez Günter Wallraff, qui est un grand journaliste allemand qui, dans les années 80, est parti en Turquie. Il a fait le voyage vers l'Allemagne, il a travaillé dans des usines et il a pu faire un reportage formidable qui expliquait une sorte de nouvel esclavage que subissaient les immigrés turcs en Allemagne. Günter Wallraff, de mon point de vue, est un peu plus journaliste, malgré le fait qu'il est contrevenu à la règle dont je parlais tout à l'heure. J'ai déjà, moi, volé avec une équipe un document. On peut savoir lequel ? Oui, alors c'était dans les années 80, c'était en 92, j'avais fait un documentaire pour France 2, dans le cadre d'Envoyé spécial. On avait eu un 7 d'or d'ailleurs à l'époque. Ça s'appelait La nébuleuse du Front National, et on avait retrouvé avec mes deux co-auteurs un des 12 fondateurs du Front National en 1972. C'était un retraité qui était loin de la vie politique, et on avait été le voir chez lui, et c'est un ancien Waffen-SS. Et il nous a montré une lettre de Jean-Marie Le Pen qui disait « Tu as remarqué que nous avons une autre stratégie aujourd'hui, on a toujours les mêmes idées », en gros c'était ça la lettre, « On a une autre stratégie, on passe par les élections, avec ton passé, il faut mieux que tu restes dans l'ombre ». Il m'a montré la lettre, je lui ai demandé « Est-ce que je peux avoir une copie de cette lettre ?» C'était avant les smartphones, on ne pouvait pas prendre de photos. Il m'a dit « Ah bah non ». Il a posé sa lettre sur le bureau. Non. On a continué la conversation et je lui ai fait le coup de la mallette, un coup connu chez les journalistes ou chez les espions. C'est-à-dire que vous parlez, vous posez votre mallette, n'importe quoi, votre cahier sur la lettre, on continue à parler, puis au moment de partir, vous reprenez votre cahier avec la lettre en dessous. Voilà, j'ai volé cette lettre. À partir de ce moment-là, on l'a fait analyser, un graphologue pour la signature, et puis on a fait ce qu'on appelle le contradictoire, c'est une règle journalistique. J'ai rappelé le monsieur en disant « Bon voilà, je vous ai pris cette lettre, elle me paraît être importante pour le débat public.
On a appelé Jean-Marie Le Pen, ils ont hurlé, ils n'ont pas voulu commenter, ils nous ont menacés de procès. On a vu avec nos avocats si ça valait le coup on l'a publié, enfin on a montré ça dans le documentaire. Pour qu'un document volé ou un enregistrement clandestin soit journalistiquement valable, il faut avoir demandé d'abord, cette vue refusée. Il faut que ce qui est montré prouve un délit, une atteinte à l'ordre public, ou une menace d'atteinte à l'ordre public, ou un intérêt démocratique pour le grand public. Et après, il faut, une fois qu'on est en possession de ces documents volés ou pris clandestinement, il faut faire le contradictoire. La première semaine de la première année de l'école de journalisme, on vous parle du contradictoire. Le contradictoire, on l'entend tous les jours dans les conférences de rédaction. Est-ce que tu as fait ton contradictoire ? Tout ça, tous ces canons journalistiques, aucun de ces canons journalistiques n'ont été respectés dans notre cas. Et ils ont été violés. Plus le grillage, si je peux dire, de ma source, Luc Brossy. Alors, juste pour finir sur cette affaire, est-ce que vous comprenez néanmoins la réaction d'une partie du public qui peut s'indigner de ce qu'il entend ? C'est-à-dire qui peut voir dans ce document volé la confirmation de ce que lui dit une partie de la classe politique, c'est-à-dire qu'il y a des journalistes qui sont acquis finalement à une partie du paysage politique, là en l'occurrence qui sont de gauche, et qui essayent de se faire Rachida Dati, puisque c'est ce passage qui a le plus déclenché d'émotions. Est-ce que vous comprenez l'émotion que ça a suscité ? Je comprends bien que quand on trafique un extrait, quand on fait un montage malhonnête... 11 points de coupe sur le document, alors, je crois. Pas sur celui de Dati, c'est sur un autre. Sur celui de Dati, il n'y a pas de coupe, mais c'est coupé cut à la fin. C'est-à-dire qu'à la fin, je dis effectivement, non pas on s'en occupe, comme c'est, mais on va faire ce qu'il faut. On fait ce qu'il faut. S'agissant de Rachida Dati, faire ce qu'il faut, c'est-à-dire faire des papiers. Et j'avais fait un papier dans Libération de fact-checking, c'est-à-dire j'avais pris ses arguments et j'avais montré en quoi elle mentait. Et puis j'avais fait un autre papier pour dire que Rachida Dati, finalement, dans sa façon de faire de la politique, agressive et manipulatrice, de mon point de vue, c'est mon point de vue, faisait entrer les méthodes trumpistes en France. Donc c'était des papiers orientés, des éditos, orientés pour le second et très factuels pour le premier. Et c'est ça, s'occuper du cas Dati. Parce que avec les hommes politiques, on a finalement deux possibilités. Soit on commente leurs idées, on commente même leur destin, leur stratégie. Et puis il y en a certains, avant de pouvoir parler de leur stratégie, de leurs idées, il faut enlever d'abord tout le papier peint de la manipulation, il faut enlever tous les mensonges. C'est un jargon un peu journalistique, et c'est un jargon qui ne peut pas être délivré comme ça. Coupé cut, juste derrière, qu'est-ce qui se passait ? J'expliquais ce que je vous disais, et puis Patrick Cohen faisait la liste de tout ce qui lui était judiciairement reproché. Ça n'a pas été mis, évidemment. Donc, je comprends que ça choque, et je comprends aussi que ça choque parce que y a des cas avérés, et on le sent bien, de complicité un peu trop forte, bien sûr. Mais je voudrais pas que ce sujet qui doit être traité, je ne voudrais pas qu'il soit traité à l'occasion d'une manipulation et d'un mensonge. Ça serait dommage et trop contre-productif, à mon avis. On va vous montrer une vidéo, Thomas Legrand, qui... Volée ? Non, qui n'est pas volée du tout. C'est une vidéo enregistrée. Ce qu'on veut vous montrer, ce sont les réactions de Pascal Praud et de son équipe sur Europe 1 à un fait divers. Et on aimerait avoir votre commentaire. En plus, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en sous-texte, maintenant, tous les directeurs de médias de France parlent ou à Europe 1 ou à CNews. Donc, chacun se détermine par rapport à CNews ou par rapport à Europe 1. Ah, c'est-à-dire qu'en filigrane, tu peux voir, d'ailleurs, c'est ce qu'ils disent, nous n'avons pas la même logique éditoriale, dit-il, que CNews, etc. Mais il n'y a pas de logique éditoriale à CNews, il y a juste une volonté de rapporter le réel, comme sur Europe 1. Alors, Thomas Legrand, qu'est-ce que ça vous inspire ? On rapporte le réel. Ah non. En fait, il ne rapporte pas le réel. Il crée du ressenti, mais qu'est-ce que c'est rapporter le réel journalistiquement ? Il y a plusieurs façons de rapporter le réel. Mais journalistiquement, puisqu'on en revient à ce métier, journalistiquement, c'est d'aller sur le terrain, de voir les gens, de s'intéresser au contexte, de prendre les tenants et les aboutissants de chaque situation. Et
si on entend donner une information, révéler quelque chose, les faire selon les canons journalistiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Et il y a une façon de procéder que la bolosphère, Europe 1 et CNews, n'utilisent plus du tout. Il y a plus personne sur le terrain. Il n'y a pas de reportage. Il y a quelquefois des plateaux, ce qu'on appelle des plateaux, c'est-à-dire il y a un débat, et puis il est fait avec des polémistes que je différencierai des éditorialistes. Moi, je suis éditorialiste. Je pense que je fais le même métier que l'éditorialiste du Figaro, Guillaume Tabar, par exemple. Mais je ne fais pas le même métier du tout que l'éditorialiste, le polémiste d'Europe 1 ou de CNews. Vous savez, toutes ces personnes qui sont autour de Pascal Praud. Et pourquoi ? Quelle est la différence ? Parce que... vous faites les uns et les autres du commentaire. On fait du commentaire, mais nous, on fait du commentaire de faits journalistiquement établis. C'est-à-dire que quand je parle à Guillaume Tabar, quand je débat avec Guillaume Tabar, je ne peux pas le traiter de menteur, il ne me traitera pas de menteur. D'un même fait, je peux lui dire « c'est dommage que tu ne l'aies pas couvert » ou « tu l'as couvert du mauvais angle » ou tu tires de ce fait journalistiquement établi selon les règles dont j'ai parlé, tu tires des conclusions qui ne sont, à mon avis, pas les bonnes sur l'état de la société ou sur ce qu'il faudrait faire pour améliorer la société. Donc on débat autour de faits, mais on ne débat pas des faits eux-mêmes. C'est Hannah Arendt qui disait que la liberté d'expression est une farce si il s'agit de débattre des faits et non pas des commentaires. Les faits, ils sont établis quelquefois grâce à des débats. Il y a des débats scientifiques, des débats universitaires pour établir des faits. Puis à un moment, il y a un consensus universitaire, un consensus scientifique qui peut être mis en cause par de nouvelles découvertes. Mais en journalisme, celui qui établit les faits, il les établit selon des règles, et après, nous, les commentateurs, les vieux journalistes, commentateurs, eh bien, on doit se baser sur ces faits. CNews, par exemple, peut débattre de ces petites étoiles de David bleu qui avaient été taguées vers le 20 octobre, en continuant à dire que c'est sans doute le fait des banlieues, etc., de l'antisémitisme des banlieues, alors que pendant ce temps-là, les autres rédactions avec les vrais journalistes pouvaient poser ces questions-là, mais enquêtaient, et il s'est avéré assez rapidement, le Parisien l'a sorti, France Inter l'a sorti, Libération l'a sorti, le Figaro l'a sorti, il s'est avéré rapidement que c'était une manipulation russe. Les débats se sont arrêtés, ils ont continué sur CNews, il y a eu une brève pour dire « Ah, bon, c'est peut-être les Russes », et il y en a tous les jours des exemples comme ça. CNews, il n'y a pas de conférence de rédaction, il n'y a pas de chef de service. Tous les matins, les responsables de CNews et d'Europe 1, M. Nedjar en particulier, choisissent 2 ou 3 thèmes, tirés de l'actualité ou pas, et puis ces thèmes seront déclinés sous forme de débat. Et c'est très pratique parce que c'est beaucoup moins cher que d'envoyer des gens sur le terrain. C'est plus spectaculaire et ça flatte finalement le ressenti plutôt que l'information. Ça flatte le sentiment plutôt que la réflexion. Le drame, c'est que ça diffuse non pas de l'information, mais du ressenti. Donc on voit bien la différence de méthode qui peut exister entre ces deux types de journalisme et de nature. Moi, je refuse l'idée qu'on dit « Ah, CNews, c'est pas bien parce que c'est un média d'opinion ». Non, CNews, c'est une entreprise politique qui a des studios. Et sur cette vidéo, il y a aussi un élément, enfin, cette vidéo et l'affaire dans laquelle vous avez été prise s'inscrivent dans une offensive contre les médias de l'audiovisuel public spécifiquement, notamment par tout cet empire des médias Bolloré dont vous avez déjà parlé. Comment percevez-vous cette offensive, vous, au quotidien, dans votre travail ? Alors, d'abord, cette offensive, il y a quelque chose qu'il faut remarquer qui est très intéressante et qui a complètement raté. C'est que cette offensive avait pour but, on le sait maintenant, on le comprend maintenant, avait pour but de la part de CNews et de la bolosphère, des médias Bolloré, d'isoler le service public de l'information, le service public de l'audiovisuel, du reste de la sphère médiatique. C'est-à-dire que ils ont parlé de l'affaire Cohen-Legrand, j'ai un peu de mal à le dire, mais je le dis quand même. Ils ont parlé de façon éhontée et outrancière et en volume d'une façon incroyable. Gaza était bombardé, l'Ukraine était bombardée, il y avait des grèves d'agriculteurs, il y avait un gouvernement qui tombait. Entre le 5 et le 12 septembre, le gouvernement Lecornu
a été nommé, et ben le nom de Thomas Legrand, les mots Thomas Legrand ont été plus prononcés sur Europe 1 et CNews que Le Cornu. Je suis très flatté. Enfin, je pense pas que ça vaille ce volume. Et ça n'a pas du tout été la même chose sur tous les autres médias. Les autres médias, les médias privés, ont parlé de l'affaire un peu à partir du moment où j'ai été suspendu. Et donc, ils ont voulu, en fait, isoler le service public. Et moi, je prétends que ce qui arrive maintenant, c'est que c'est eux qui sont isolés, et que d'un côté, il y a les médias privés et les médias publics qui ont des critères journalistiques et qui font du journalisme, chacun à leur manière, avec leurs défauts, avec tous les biais qu'il y a dans le Tout Info, on pourrait en reparler, c'est autre chose, mais ils font du journalisme, plus ou moins bien, mais du journalisme, et la bolosphère qui fait autre chose. Je vais revenir sur un point que vous avez évoqué au détour, mais qui me paraît très important, c'est que ce qui est attendu de ces médias de la bolosphère, c'est d'être suivis par les autres. C'est-à-dire de mener la meute, de donner le là de ce dont il faut parler, et peut-être même de la façon dont il faudrait en parler. Donc c'est vraiment une entreprise, je dirais, de conquête, d'influence, de leadership sur le champ de l'information. Aujourd'hui, qui exerce le leadership sur le champ de l'information ? Ça dépend dans quelle sphère. C'est très difficile, mais c'est vraiment, vous avez raison, c'est une entreprise, c'est un élément d'une vaste entreprise gramscienne. Il ne faut pas avoir non plus de bataille culturelle. Oui, de bataille culturelle. Il ne faut pas non plus avoir une vision trop complotiste avec des gens qui tireraient. Mais là, il y a quand même un homme, deux, si on y ajoute Sterrin, Vincent Bolloré et Monsieur Sterrin, qui théorise le fait que la gauche, depuis au moins 68, en fait depuis 45, et je pense dans leur esprit depuis 1789, la gauche mène la danse, et qu'il faudrait quand même faire comme eux, comme la gauche a fait, c'est-à-dire investir le champ culturel et le champ de l'information pour changer les esprits et promouvoir une autre façon de voir les choses. Et effectivement, dans l'extrait, je reviens à l'extrait que vous m'avez montré, à un moment, Pascal Praud dit « tout le monde se positionne par rapport à nous ». Et c'est vrai, et c'est très compliqué. Moi, j'ai participé en tant qu'éditorialiste à Libération, je suis invité de temps en temps dans des émissions à LCI, à BFM, je vais évidemment pas à CNews, et il m'est arrivé plusieurs fois, sur des sujets très divers, de citer CNews et de parler de CNews et de parler de pro. Et on m'a dit, attention Thomas, tu parles de la concurrence tout le temps, il faut pas en parler. Et je m'apercevais qu'en réalité, sur le sujet qui nous était donné ce jour-là, je constatais que le récit de CNews, le récit de Pascal Praud, le poids de Pascal Praud était plus important dans la teneur de la grande conversation, j'aime bien ce terme, je l'utilise puisque je suis ici, dans la teneur de la grande conversation sur ce sujet précis, que les positions qu'avait pu prendre tel ou tel leader politique pourtant bien en place. Donc ils ont réussi. Donc alors, non, parce que moi je le faisais en le dénonçant, mais est-ce que le dénoncer, c'est se positionner par rapport à sans doute peut-être. Donc il faut que je fasse aussi attention à ça, je sais pas. Mais en même temps, est-ce que j'ai le temps de décortiquer un petit mécanisme qui vous expliquera bien? Allez-y, on vous donne le temps. Alors, je prends une histoire très précise. C'était l'été dernier à Marseille. Est-ce que vous vous souvenez qu'il y a eu des grands feux de forêt à Marseille? Et on a dû évacuer plusieurs dizaines de lotissements. Un lotissement avait été photographié par le magazine Frontières, un magazine d'extrême droite. On voyait sur cette image, on voyait un appartement complètement dévasté, et il était dit sur le site internet de Frontières que cet appartement était dévasté par les jeunes des quartiers nord qui avaient profité du fait que le petit vieux qui habitait là avait été évacué par la police, et voilà, dans son malheur, ce petit vieux s'était fait dévaster son appartement. Les journalistes de BFM et LCI qui ne connaissaient pas cette affaire se sont interrogés. Un journaliste de BFM a téléphoné à la police de Marseille, il a dit il n'y a aucune plainte. Un journaliste de LCI a vérifié et il s'est aperçu que l'image, c'était de l'IA, c'était une fausse image, c'était une fake news. Donc ils ont arrêté. Et ils ont fait LCI a fait un petit post sur son site, mais ils n'en ont pas fait de sujet à l'antenne.
Et donc, CNews a continué à en parler, à laisser en tout cas le RN en parler, sans vérifier et sans s'intéresser. CNews se sert des fake news des autres pour les autres frontières, les met sur le net, ça fait des commentaires, et CNews commente le commentaire. Parce qu'il y a ceci de particulier en politique et en journalisme, c'est très compliqué, parce que le journalisme, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est s'attacher aux faits, à la réalité factuelle. Mais en politique, la réalité factuelle, elle peut être issue de fausses nouvelles. C'est-à-dire qu'une réalité factuelle, un rapport de force politique, c'est une réalité factuelle à analyser. Mais ce rapport de force politique, il peut être le fruit de fausses nouvelles et de manipulations. C'est pour ça que c'est compliqué, et que ce que je disais de façon un peu simpliste tout à l'heure, on s'attache qu'aux faits, c'est pas si simple. C'est pas si limpide. Toute cette affaire aussi, il y a eu beaucoup de critiques qui ont été adressées à France Inter, critiques beaucoup plus largement adressées à l'audiovisuel public, qui serait trop de gauche, ou en tout cas avec des équipes trop de gauche. Est-ce que Radio France est trop de gauche ? Mais Radio France, c'est pas une assemblée nationale, c'est pas comme c'est comme l'équipe de France de foot, elle doit pas représenter tout le monde, les vieux, les jeunes, voilà. Donc Radio France, en fait, il y a un moment où elle émet des opinions, c'est quand il y a des éditorialistes qui parlent et quand il y a des invités qui parlent. Moi, quand je parlais, vous avez dit que je suis plutôt de centre-gauche, un peu écolo, etc. C'est une sensibilité, c'est pas un attachement, je suis indépendant, c'est ma sensibilité. Elle peut d'ailleurs évoluer selon mes rencontres et dans les débats. J'ai pas d'électeurs, donc. Et quand je parlais, juste après moi, il y avait Dominique Seux, qui a une autre sensibilité, plutôt à droite. Et puis juste après, à 7h50, il y avait un invité politique, tous les jours différents. Et donc il y avait un quart d'heure comme ça, de variétés politiques différentes. Voilà. Il y a des humoristes qu'on classe à gauche, mais on les classe à gauche parce qu'ils s'attaquent aux puissants, donc les gens de droite n'aiment pas. Quand le président était de gauche, je peux vous dire qu'il n'était pas content non plus, François Hollande, des humoristes. Et puis, il y a par exemple une émission qui est souvent critiquée par la droite, qui s'appelle La Terre au carré. Et La Terre au carré répond à des exigences qu'on alloue au service public. Parmi toutes les exigences, il y a celle de s'intéresser à l'environnement. 90%, voire plus, des invités de La Terre au carré sont des scientifiques. Quand vous invitez en ce moment des scientifiques et que vous leur faites parler du réchauffement, c'est quand même étonnant, et c'est assez significatif qu'on dise qu'ils sont de gauche. C'est-à-dire que, en fait, sur le dérèglement climatique, les scientifiques qui viennent, ils ont l'air d'être de gauche pour toute la partie qui ne croit pas au réchauffement climatique. Donc ça donne une teinte comme ça. Et en fait, si vous écoutez les journaux et la hiérarchie de l'information à France Inter, moi je refuse l'idée qu'elle soit particulièrement de gauche. Peut-être que dans le paysage politique, le paysage médiatique plutôt, lapsus, en général, l'air ambiant est plutôt libéral en économie, est plutôt un peu suiviste sur le reste, et du coup, Radio France, qui s'attache à faire beaucoup de culture, à faire beaucoup de science, à faire une sorte d'éducation populaire, est perçue comme étant de gauche. Mais ça, je pense que c'est un biais de l'extérieur, et moi je refuse cette idée-là. C'est très exactement ce à quoi on assiste aux États-Unis. Ce que vous décrivez sur l'environnement et la qualification. En fait, on prend des vérités scientifiques et on les qualifie de gauche. On dit voilà, dire la vérité, c'est être de gauche en matière climatique, par exemple. C'est exactement ce que Trump a imposé aux États-Unis. Est-ce que ça n'est pas le signe d'une réidéologisation de la conversation publique ? Comme autrefois, il y avait des sujets de gauche et des sujets de droite. L'environnement, c'est un sujet de gauche, et puis la sécurité, c'est un sujet de droite. Est-ce qu'on ne voit pas finalement se durcir à nouveau des lignes de clivage thématiques de cette nature ? Peut-être, mais j'ai l'impression que... Alors, je n'aurais pas versé dans le C'était mieux autrefois, parce qu'il y avait beaucoup aussi d'idéologies qui déformaient la réalité.
Mais j'ai l'impression que les grandes tendances, les deux grandes visions de droite et de gauche ne remettaient pas en cause la rationalité. C'est-à-dire qu'au nom de la science, on ne dénonçait pas la science. Est-ce que la vision de gauche dénonçait la science et l'université telle que la droite l'établissait, et inversement, je pense qu'il y avait quelque chose de plus rationnel. Ce qu'il y avait d'irrationnel, c'était qu'on avait des grilles de lecture. Voilà, on avait des Renault si on était de gauche, des Peugeot si on était de droite, on écoutait Sheila si on était de droite, et encore Renault si on était de gauche. Mais il y avait des grilles de lecture, il y avait des façons qui n'existent peut-être plus de façon aussi caricaturale, mais les vérités scientifiques, un peu comme le consensus sur la croissance d'ailleurs en économie, des choses assez rationnelles étaient partagées, mais de ces rationalités on pouvait tirer, et de ces faits établis, soit journalistiquement, soit historiquement, soit scientifiquement. Et ces vérités ne sont pas tout à fait les mêmes d'ailleurs, et n'ont pas les mêmes buts pour notre grande conversation. Ça peut être un autre sujet de discussion. Ces vérités-là n'étaient pas vraiment contestées. Et c'est ça qui est troublant aujourd'hui. Et on le voit de façon caricaturale avec Trump, et ça vient chez nous. Et ça dit des choses qui renvoient plus à la philosophie, à la sociologie, et qui sont bien au-delà de mes compétences. Là. Mais ça a des conséquences quand même assez directes sur vous, votre manière d'exercer votre métier. Vous continuez de vous battre, je ne sais pas si c'est le verbe, vous l'accepteriez, en tout cas de vous battre avec ces armes de la rationalité, avec aussi les armes de l'état de droit, la voie judiciaire. Vous avez porté plainte plusieurs fois contre ces enregistrements clandestins. Est-ce que toutes ces méthodes sont pas d'un autre temps, quand on voit que c'est une... Et vous l'avez dit, c'est une bataille culturelle qui se joue. Alors, peut-être qu'elles sont d'un autre temps, et peut-être qu'il faut que je prenne ma retraite, et que c'est plus mon époque, vous avez raison. Mais moi, j'ai pas envie d'essayer de convaincre de quoi que ce soit en dehors des armes de la raison, et pas simplement de la raison. Il y a aussi du ressenti. Et enfin, il y a de l'humanité, et donc il n'y a pas que de la raison. Mais en tout cas, moi, je suis très troublé par l'évolution du statut de la vérité. Je sais bien qu'il n'y a pas qu'une vérité. La question n'est plus de savoir si c'est du mensonge ou si c'est de la vérité. C'est est-ce que ce que je dis représente bien, ou en tout cas traduit bien la colère ambiante. Et c'est un petit peu... Les discours, maintenant, sont un petit peu comme les chants des supporters dans un stade de foot. On chante pour se sentir ensemble, pour exprimer quelque chose de commun, pour exprimer une rage ou un encouragement. Et peu importe le fond. Et d'ailleurs, si vous écoutez les paroles de ces chansons, généralement, c'est complètement débile. Bon. Mais le collectif autorise parfois la mauvaise foi. Et voilà, le collectif... Oui, parce que la mauvaise foi collective, ça devient une conviction. Une conviction, ça devient en tout cas un carburant de l'action. Et comme il y a une crise, je crois vraiment qu'il y a une crise de l'impuissance politique, on est en fait en recherche, la population, le peuple, les citoyens sont en recherche c'est le take-back control, la démocratie ne peut avoir un intérêt que si ceux pour qui on vote peuvent changer les choses. Or, on vote pour des gens qui ne peuvent plus vraiment changer les choses, et on vote pour des gens dans un cadre national, qui est la circonscription de la légitimité et de l'autorité aujourd'hui. Et la nation, pourtant, c'est peut-être le cercle le moins efficace pour changer, par exemple, les questions environnementales. C'est plutôt très local et très global. Les questions d'immigration, c'est aussi très global. Et plus ce cadre national est inefficace, plus ceux qui prétendent
nous représenter disent je vais, grâce à mon énergie, par exemple Sarkozy, mon énergie, ou ma normalité, Hollande, ou mon côté transpartisan et jeune, Macron, ou mon côté autoritaire, le prochain peut-être, Front National, Rassemblement National, je vais vous rendre le pouvoir. Or, c'est une lubie. Thomas Legrand, avant qu'on évoque un peu les solutions à tous les problèmes qu'on a soulevés, il y en a peut-être, on va vous en suggérer en tout cas. Je voudrais faire un petit excursus parce que moi je vous écoutais souvent sur France Inter le matin autrefois, et à une époque, une fois sur deux, la question c'était qu'est-ce que le macronisme ? Et vous nous avez tout à l'heure expliqué que votre travail d'éditorialiste, c'était pas de donner des faits ou de les fabriquer comme un reporter, mais c'était d'aider à les comprendre, de suggérer une interprétation cohérente avec ces faits. Est-ce que vous avez trouvé la réponse à votre question sur le macronisme ? Est-ce que vous êtes capable de nous aider à comprendre ce qu'est ou ce qu'a été le macronisme depuis 2017 ? En fait, ma conception de l'éditorialisme, enfin de l'édito dans le service public, c'est d'essayer de réfléchir tout haut, de proposer de réfléchir tout haut avec les gens. Et donc, je faisais ça, je réfléchissais tout haut et j'essayais de comprendre ce qu'était le macronisme. Et en fait, au-delà de l'hypercentre, du bloc central. On voit bien géographiquement dans la géographie politique. Mais en réalité, je pense que c'est la dernière proposition du take back control. C'est-à-dire que après Chirac, après les présidents qui avaient le pouvoir, je pense que je ne sais plus quel historien a réussi à établir que Georges Pompidou était le président ou le chef de l'État français qui avait le plus de pouvoir, même plus que les rois. C'est-à-dire c'était un chef de l'État à un moment où la France était puissante économiquement, où la France avait une cohérence économique, où les grandes entreprises étaient à moitié nationales, le capitalisme était même national. Voilà, tout ça c'est fini. Pas du fait des présidents. Et plus c'est fini, plus ceux qui se présentent à la présidentielle nous disent qu'ils vont pouvoir revenir à cette époque. Pompidou, c'est le fantasme de tous les présidents. Et alors Chirac, disons que Chirac est le dernier, celui qui est arrivé après l'euro, la fin des frontières, la mondialisation, la financiarisation généralisée, voilà. Et puis après il y a eu Internet qui a en plus enlevé toutes les frontières. Et on a eu Nicolas Sarkozy qui s'est pas fait élire parce qu'il était de droite, il s'est fait élire parce qu'il a dit « je suis énergique » alors que mon prédécesseur était un roi fainéant. Il nous a épuisés, il nous a mis dans une essoreuse, il nous a épuisés. Et du coup, on s'est aperçu que cette énergie était vaine et qu'elle était en fait dans le cadre de l'impuissance. Et François Hollande a dit « bah non, on va se calmer, je serai normal ». Et c'est cette normalité qui va nous rendre, qui va faire qu'on va pouvoir retravailler et take back control. Ça n'a pas marché. Et du coup, on a eu le macronisme. C'est-à-dire qu'une proposition, en disant moi je suis jeune, je suis énergique, je suis ni de droite ni de gauche, et de droite et de gauche. Et puis il a réussi à faire croire à tout le monde que leur aspiration était prise en compte. Vous êtes membre d'une association, il vous dit c'est les gens des associations, c'est les maires, c'est ceux qui sont sur le terrain qui vont décider. Et puis on va faire des conférences de consensus, on va demander à Thierry Pêche de nous organiser ça, et ça va être bien. Et puis il disait vous vouliez dire des conventions citoyennes. Oui, des conventions citoyennes. et puis il a dit au grand patron je vais vous redonner les moyens, c'est vous qui allez diriger, etc. Et puis on a parlé du jupitérisme, c'est-à-dire il a tout. Et rien était à la fois. Et comme il avait ce fantasme un peu kantorovien ou kantorovitchien de l'incarnation des deux corps du roi, c'est-à-dire d'incarner aussi, eh bien, une fois qu'il était président, il se disait, on voyait bien, il se disait, je suis président de tout le monde et je dois représenter tout le monde. Et donc, je me marre avec Philippe de Villiers. Et je téléphone à Philippe Poutou, et en fait j'aime tout le monde, je suis tout. C'est de la toutologie. Et en fait il est rien. Merci pour cette réponse très très claire. Je voudrais qu'on en vienne au dernier moment de notre échange. On
vous a écouté attentivement. Et ce qu'on entend dans ce que vous nous dites, c'est qu'il y a beaucoup de règles dans votre métier. Il y a beaucoup de règles qui organisent les relations entre les journalistes et les responsables politiques, et plus largement entre le journalisme et la politique, qui est le sujet de notre conversation. Mais ces règles, vous nous dites, en fait, elles sont écrites nulle part. Est-ce qu'il n'est pas le temps de les écrire ? Elles sont écrites dans des grands textes de déontologie. On les apprend dans les écoles de journalistes, mais on apprend aussi qu'il faut savoir s'en départir. Je vous l'ai démontré tout à l'heure avec l'exemple de Günter Wallraff. Il y a cette réflexion sur ce qu'on appelle la labellisation. Il y a des sites d'information qui sont des sites journalistiques tout à fait respectables et qui font très bien le boulot et qui le font de mieux en mieux. Mais il faut effectivement peut-être une labellisation journalistique. Et il faut que ça passe par nous. Il y a des réflexions, Reporters sans frontières s'est saisi de l'affaire, c'est très intéressant. Il y a des chartes qui sont déjà signées par des dizaines de médias partout dans le monde. Les pays dans lesquels il n'y a pas beaucoup de liberté de la presse sont très demandeurs de ce genre de choses, et c'est notre responsabilité d'aller vers ça. C'est très compliqué à mettre en place parce que il faut que ça soit nous, les journalistes, qui nous en chargions, c'est-à-dire qui établissions un certain nombre de normes à partir desquelles on pourra dire tel journal qui le demande, ça peut être que par demande, mérite effectivement d'avoir ce saut, qui est un saut de confiance, parce que en fait notre métier va devenir, c'est plus nous qui annonçons les nouvelles, notre métier va se transforme en certificateur. Nous devenons des certificateurs dans un monde d'information fait d'information continue, de réseaux sociaux, tout ça sous l'empire de l'intelligence artificielle et de toutes les manipulations possibles. Plus rien ne sera crédible, même ce qui a l'air tout à fait réel. Et donc, on va avoir un besoin de certification. Pour cela, il faut deux choses. Il faut qu'on retrouve la confiance qu'on a perdue. On a perdu beaucoup de confiance. Il faut retrouver la confiance. Et il faut ce label, effectivement, qu'il faut établir avec nos règles, avec des règles et des pratiques, des bonnes pratiques journalistiques. Il y a eu ce débat récemment. Il a été pollué, malheureusement, un peu à son insu. Je pense qu'il n'a pas fait exprès, mais en voulant s'en faire l'écho, le président Emmanuel Macron a laissé entendre, en tout cas à ceux aux malveillants qui voulaient l'entendre, a laissé entendre que l'État allait être partie prenante de ça. Évidemment, il n'en est pas question. Et d'ailleurs, CNews, dans sa politique de fake news, a pas arrêté de répéter qu'il ne faut pas de labellisation et que la labellisation, c'est par l'État. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron l'a dit. Or, c'est pas du tout ça. C'est évidemment pas la question, pas le sujet, et personne ne veut que ça soit l'État ou la puissance publique. Donc, il faut aller vers ça. Reporters sans frontières y travaille. On est plusieurs à y réfléchir, mais c'est compliqué et il faut, je pense aussi, comprendre que les réseaux sociaux nous imitent de plus en plus. C'est-à-dire qu'il faut voir comment des influenceurs singent le journalisme, même formellement. Mais pour un influenceur, pour diffuser, pour être liké, pour être vu, il ne faut pas qu'il donne des informations, il faut qu'il soit outrancier. Donc il faut qu'il fasse le contraire du journalisme. Il faut qu'il soit très choquant, soit très marrant, soit très émouvant, soit très violent. Et là, il aura une large diffusion. Donc les mécanismes de la large diffusion du journalisme et de l'information journalistiquement produite sont contradictoires. Et ça donne un écosystème très complexe. Et il faudrait de la clarification. Et ça, je dois dire que je ne sais pas comment on peut l'établir, si ce n'est effectivement peut-être par commencer par ce label, ce sceau qu'on pourrait mettre sur nos médias pour différencier ce qui est un vrai média journalistique et un faux média. Et dans ce cadre-là, je pense que CNews n'aurait pas le sceau. Quelle est la marge des pouvoirs publics pour lutter ou pour en tout cas limiter l'influence de cette sphère sur l'état du débat public? Je ne pense pas que la puissance publique puisse faire grand-chose. En fait,
CNews est une chaîne qui s'est fait attribuer une fréquence sur la TNT. Il n'y en a pas 36 000, hein. Il y en a une petite vingtaine, je crois. Pour se faire attribuer cette fréquence, ils ont déposé un dossier dans lequel qui répondait aux règles qui étaient imposées pour se voir attribuer cette fréquence. Et parmi ces règles, en tant que chaîne d'information, il y a le fait de délivrer des informations variées, crédibles, avec une diversité d'opinions, et mettre en œuvre de quoi créer une atmosphère journalistique. C'est à l'évidence pas le cas. CNews, je l'ai répété depuis tout à l'heure, de mon point de vue, ne fait pas de journalisme. Pourtant, CNews continue à avoir cette fréquence. Parce que je pense qu'il est établi par tout le monde que le coût politique de l'interdiction du retrait d'une fréquence comme celle de CNews serait trop important. Et puis, le sentiment pour certains de se voir interdire l'accès à une chaîne qu'ils aiment et qui les représente, parce que c'est ça qu'ils disent qu'ils attendent d'un média, serait vécu comme une atteinte à la liberté. À partir du moment où c'est vécu comme une atteinte à la liberté, je pense que c'est compliqué de le faire. Donc est-ce qu'on abandonne le critère de pluralisme ? Bah non. Pluralisme interne. Le pluralisme interne aux chaînes. Le pluralisme, c'est pas simplement d'inviter des gens de droite et des gens de gauche. Déjà, ils le font pas. Ou en tout cas, ils le font en biaisant, en passant les gens qu'ils aiment pas à la nuit, etc. Non, mais moi, je suis plus attaché à la variété des sujets. Voilà, CNews, en réalité, invite peu de gens de gauche, mais il y a aussi le fait que peu de gens de gauche vont à CNews parce que ils se sentent pas à l'aise dans d'espèce de monothématisme sécuritaire, identitaire de CNews. Et je pense que c'est en passant par la variété des sujets. Vous savez que France Inter, par exemple, est classée à gauche parce qu'elle parle beaucoup d'environnement. Et même la chronique météo, la petite minute de Marie-Pierre Planchon tous les matins, ou à chaque journal, est classée à gauche parce que l'environnement est classé à gauche par ceux qui avaient mesuré ça. Je crois que c'est l'Institut Thomas More pour le Figaro. Et Marie-Pierre Planchon, en plus, dit souvent, à juste titre, que la température du jour est au-dessus des normales saisonnières, ce qui est un argument de gauche, paraît-il, d'après l'intelligence artificielle de Thomas More. Donc, en fait, c'est la variété des sujets. Il faut parler de tout et pas simplement de l'horrible poids de l'islam et de l'invasion migratoire et de la décadence post-68. Si on parle de l'environnement, si on parle de la politique étrangère, déjà, on a une diversité de sujets qui forcera à une diversité d'opinions, à mon avis. Merci Thomas Legrand, c'est le moment bientôt de se séparer, mais avant ça, on voudrait vous faire tirer un peu au sort une question. On a une boîte à questions. Boîte à questions, 6 questions qui ont été écrites par l'équipe Terra Nova, parfois inattendues, plus ou moins sérieuses. Vous en piochez une, vous la lisez, puis vous nous répondez. Je vais prendre la question verte. Quel responsable politique devrait parler moins et lequel devrait parler plus ? C'est intéressant. En fait, ils parlent tous beaucoup, mais on les écoute plus ou moins, c'est ça. Et lequel devrait parler moins et lequel devrait parler plus ? Oh là là. Vous me coincez là. Je ne suis pas certain d'ailleurs que parler plus soit un avantage. Moi, j'aimerais bien entendre des syndicalistes, en fait. Plus de syndicalistes. On n'entend pas assez c'est pas un homme politique en particulier, mais on n'entend pas assez les syndicalistes, je trouve. On les entendait plus avant. Et si on les entend pas assez, je pense que c'est parce que peut-être que la démocratie sociale est pas assez puissante. Et parler moins, tous ceux qui refusent le compromis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand
quand on affirme sa conviction, mais qu'on a la volonté de s'ouvrir à l'autre, de convaincre, mais aussi de prendre un petit peu de ce que pense l'autre. Et donc il y a des mouvements politiques, des personnalités politiques qui sont plus perméables à la pensée de l'autre. Ceux-là, j'aimerais plus les entendre. Mais c'est un peu aussi à cause de nous. On aime bien, nous les médias en général, les débats un peu tranchés, les fights. Voilà. Merci infiniment Thomas Legrand pour le temps que vous nous avez consacré et puis pour C'était un plaisir. L'exigence de ces analyses. On y a été très sensible. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté notre podcast. Vous pouvez retrouver tous les épisodes et toutes nos publications sur notre site et nos réseaux sociaux. C'est grâce à votre soutien que nous continuerons à faire émerger de nouvelles idées. Partagez l'épisode, parlez-en autour de vous pour faire vivre la conversation. Et à dans 2 semaines pour le nouvel épisode.